Pour celles et ceux qui ont sans doute vu, le 4 juin dernier, il y a 200 femmes qui envahissaient le Théâtre National. C'était très, très spectaculaire. J'étais là, je les ai vues, c'était vraiment, vraiment très, très beau à voir. Donc, les marches du Théâtre National à Bruxelles pour protester contre la sous-représentation des femmes dans le monde de la culture. Alors, on va un peu expliquer comment cette idée est née, comment ça s'est passé. Bon, les problèmes, c'est à la fois le plafond de verre, l'absence de parité, les inégalités salariales, et également le harcèlement et les violences dont les femmes sont victimes dans le monde de la culture comme ailleurs d'ailleurs. Et ce jour-là, donc ce 4 juin, il y avait les conseils d'avis qui se réunissaient pour faire leur bilan. Alors, il y a juste un chiffre, on ne va pas vous assommer de chiffres, mais par exemple, le Conseil de l'art dramatique qui donne des avis sur l'octroi des contrats programmes de théâtre est composé de 11 hommes et une femme. C'est une belle proportion. Hein. Ça ne fait pas tout à fait 33%, je n'ai pas calculé, mais... Et certains membres, d'ailleurs, étaient là. C'était assez rigolo à voir. Ils étaient là au-dessus, vous voyez, si vous voyez le grand escalier du Théâtre National. Et ils étaient là au-dessus de la rampe. Et c'est vraiment très drôle à voir. Les femmes applaudissaient, les quelques femmes. Et les hommes, ils regardaient, parfois en bâillant d'ailleurs. J'aurais voulu avoir un zoom parce que c'était vraiment trop drôle d'avoir les différences de réaction. Et en fait, c'était une grande action publique du groupe FS. Bon, alors je ne vais pas vous faire toute une définition de ce qu'est le groupe. Je vais laisser la parole à l'une de ses fondatrices, qui est Isabelle Batz. Et pour commencer, en fait, elle a écrit un texte qui était... Enfin, elle va vous expliquer pourquoi. Et ce texte, je lui ai demandé de le lire. Et alors, elle m'a dit, mais je ne l'ai pas avec moi. Ben, moi, je l'ai. Merci beaucoup. Donc, je suis Isabelle Batz. FS, le mouvement qui s'est développé dès mai dernier, m'a complètement échappé. A échappé en tout cas à ce texte que je vais vous lire, qui était une réaction première à la nomination d'un homme, encore une fois, en tête d'une institution, sachant que la plupart des gens qui avaient demandé à être directeur ou directrice de ce lieu étaient des femmes, et que dans la shortlist des gens interrogés pour véritablement être choisis dans cette fonction, sur les 4 personnes, 3 étaient des femmes. L'homme a été choisi. Donc, je ne remets absolument pas en question les compétences de ce monsieur. Néanmoins, j'étais chez moi et je me suis dit que, franchement, on en parle, on en discute, on en débat. Parfois même, on en prononce le nom. Parfois, on prend les études, les schémas, les relevés géographiques, les relevés socio-économiques. On la prend en exemple, en porte-étendard, en piste à suivre, en exemple à monter en épingle. On note, on accroche, on biffe, on corrobore, on chuchote, on reprend, on explique. On monte une voix, on gronde en puissance, on monte une mayonnaise. On en finit par monter une mayonnaise. On dit que nous sommes à la charnière, on dit que l'histoire va s'écrire. On nous fait penser que le monde avance, qu'il se prend à un risque, qu'il s'aventure dans cette partie infime d'un iceberg qui représente plus de la moitié de la population mondiale. On nous fait porter des diplômes, on nous fait porter des uniformes, on nous fait porter un chapeau de frilosité. On nous pose dans une marge en effet de bande. On nous fait prendre des vessies pour des lanternes. On s'accorde à nous reconnaître, à nous mettre en un centre terriblement décentré. On nous annonce de glorieuses décennies, on nous fait miroiter l'instrument de notre subversion. On nous prête des intentions louables. On nous glisse à l'oreille qu'il serait cependant malvenu, mais il est déjà terriblement, ostensiblement trop tard. On nous prête une infinie patience, une maternelle attention, une douceur impassible, une révolte par les cheveux. Il est trop tard. Est-il trop tard? Une femme encore n'est pas nommée à la tête d'une institution. Une femme encore, une femme encore, une femme encore. Une chanson ad libitum. Voilà. Merci. Tu peux me repasser parce que j'ai... Alors donc, à partir de ce texte, Isabelle, tu as dit toi-même que tu avais été un peu dépassée par l'écho que ça a eu. Alors, est-ce que tu peux raconter un peu comment le groupe FS est né, comment il a évolué? Le groupe FS, pour celles en tout cas, parce qu'il y en a ceux, et celles ici qui ne savent pas ce que c'est un groupe de rassemblement, enfin un collectif maintenant quand même, de rassemblement de femmes
qui travaillait a priori dans le monde des arts du spectacle vivant en communauté française. Le groupe s'est élargi au-delà de la communauté française et si au-delà des frontières d'une pratique artistique, puisque les femmes du cinéma sont là, les femmes des arts plastiques veulent nous rejoindre et les femmes de la musique, monde encore pire que le nôtre, veulent se joindre à nous. Donc le principe, c'était que suite à ce texte posté sur Facebook, en se disant, bon, franchement, de nouveau, on n'est pas là où on pensait être, parce que historiquement, ça aurait été bien qu'une femme soit directrice du théâtre des Tanneurs, pour ne pas le nommer. On s'était dit qu'on se réunissait à 7 dans un bistrot au Verskuren pour discuter peut-être, est-ce qu'on fait des t-shirts, des badges, est-ce qu'on va se coucher devant l'entrée du théâtre, on ne sait pas très bien. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à plus de 80 à la première réunion, de femmes de la pratique théâtrale, de la pratique du plateau, de femmes de différents âges, de différentes générations, de différents métiers, de différentes extractions sociales et géographiques ou raciales. Et très vite, nous nous sommes retrouvés à faire partie d'un groupe, malheureusement créé sur Facebook, on n'avait pas de meilleur outil, et nous nous sommes retrouvés à plus de 1000. Et nous avons commencé un travail de recherche de ce qui se passe véritablement dans les institutions, de recherche de chiffres, de recherche de schémas, de recherche aussi de possibles solutions et de fédération, en tout cas, de nos forces, de nos envies, de notre ras-le-bol. Et néanmoins, d'un désir puissant de pouvoir nous inscrire au-delà d'une révolte qui serait morte aussi rapidement qu'elle est née, de s'inscrire peut-être véritablement dans des textes qui soient reçus par le Parlement, qui soient notifiés dans les textes de loi, et que notre situation d'invisibilité, de représentation comment on appelle ça, sous-chiffrée, puisse à un moment s'équilibrer et peut-être s'inverser et pourquoi pas carrément qu'on prenne les rênes de la culture en communauté française de Belgique, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, puisque les forces vives, en tout cas des filles qui se trouvent à l'intérieur des écoles, qui se trouvent à sortir des écoles, qui sont porteuses de projets, qui sont des porteuses de lieux, qui sont des porteuses carrément de vagues artistiques nouvelles, ces personnes sont des femmes. Donc voilà. Ok, on va revenir au groupe. Je vais vous présenter notre deuxième intervenante, qui est Coraline Lefebvre. Et donc, il y a toute une série d'initiatives qui sont nées à peu près au même moment, d'ailleurs. On peut se demander pourquoi, justement, à ce moment-ci. Moi, j'ai peut-être une petite idée, mais on verra. Et donc, depuis à peu près un an, je pense, la Bellone a créé un cycle de réflexion qui s'appelle « Pouvoir et dérive », dont tu es une des fondatrice, on peut dire. Et donc, Coraline, par ailleurs, est productrice de spectacles au sein du bureau Habemus Papam, le nom est plein de poésie, qu'elle a créé en 2011. Et donc, Habemus Papas propose un accompagnement à des compagnies de théâtre de création contemporaine. Et alors, elle a précisé dans sa présentation qu'elle a suivi le master... Donc l'année passée, le master interuniversitaire de spécialisation en études de genre, c'est assez long, mais c'est aussi un peu une publicité pour ce master, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup, enfin tu vas peut-être nous le dire, qui apporte beaucoup à toutes celles et ceux d'ailleurs qui y participent. Et donc le deuxième master est ouvert à tout le monde. Et les personnes qui ont participé viennent vraiment de milieux et de très très différents. Il y a des journalistes, par exemple, qui l'ont suivi et qui se sont rendus compte de choses qu'elles ne voyaient pas auparavant. Et donc vraiment, je crois que c'est une belle publicité pour le master. Donc si tu veux bien parler de Pouvoir et dérive. Oui, Pouvoir et dérive, mais nous aussi on est partis des tanneurs. Enfin voilà, c'est suite au fait de harcèlement qui avait été dénoncé dans la presse il y a un an. Au Tanneur, qu'on s'est mis au travail à 5 femmes, Jessica Gazon, Mylène Lauzon pour la Bellone, Isabelle Jans, Pauline Rosier et moi,
sur l'idée en fait de proposer un cycle de réflexion à destination de tous les professionnels des arts de la scène sur cette question du pouvoir et de ses dérives, dans l'idée de se dire rendre visible déjà cette problématique du harcèlement et voir quels étaient les outils qui étaient à notre disposition. Est-ce qu'ils étaient connus? Est-ce qu'ils étaient adaptés? Est-ce qu'ils étaient opérants? Enfin, est-ce qu'ils existaient déjà? Et donc, on a proposé... Enfin, l'idée, c'était de travailler la problématique du pouvoir au sens large, se disant avec comme postulat un peu de se dire la recherche de l'égalité ne peut se concevoir que dans une réflexion où la question du pouvoir est envisagée dans une co-construction où de nouveaux paradigmes doivent s'opérer de façon collective, co-construite, etc. Et donc c'est un peu, on a travaillé ça sous la forme d'une semaine à la Bellone donc, où on a envisagé la question du pouvoir par différents biais. En gros, le management, la gouvernance, la responsabilité des directions et des directeurs, des directions de théâtre. Donc on a commencé par une première rencontre un peu panorama historique, linguistique, sociologique, même juridique, sur le harcèlement. Et donc c'était un peu pas jojo pour le secteur parce qu'on s'est rendu compte que les arts de la scène étaient en fait une niche un peu fragilisée. Constatant, parce que tu l'as pointé, une majorité de femmes sont présentes à l'entrée des écoles et de moins en moins au fur et à mesure du développement professionnel et a fortiori au sein des postes de pouvoir, quoi. Et a fortiori encore quand il y a des grosses subventions. Donc ça va vraiment de cette représentativité de plus en plus faible. Et donc, du coup, on s'est aussi aperçu, c'était un peu déprimant, mais donc voilà, c'était l'idée de voir aussi qu'au niveau de la justice, les leviers en termes de harcèlement sont hyper inopérants, c'est-à-dire que c'est hyper compliqué de faire reconnaître des cas de harcèlement, faute de preuves, etc. Et aussi, parce que l'idée, c'était de voir en quoi le secteur des arts de la scène est particulièrement propice en fait au fait de harcèlement. Et donc il y avait donc tout au long de la semaine, c'était l'idée de pointer que on est dans un secteur où sont en jeu les questions de désir, les questions du corps, du consentement, de l'objectivation aussi des actrices. Et donc tout ça est une espèce de gros enjeu de problématisation et de fragilisation des personnes qui sont, des actrices, quoi. Donc, on a travaillé l'axe de la gouvernance. C'est un peu l'idée de comment sont... je sais pas si j'explique tout. J'y vais ou... Oui, c'est ça. Parce que la gouvernance, c'est un peu... En fait, on a un peu... Oui, c'est ça. On a fort travaillé l'endroit de la gouvernance, c'est-à-dire comment s'organise le pouvoir dans les institutions culturelles. Et donc, c'était l'idée de voir de la loi, parce qu'en fait, chaque emploi est régi... on est parti de la loi cadre qui prédit toute une série de recommandations sur... le bien-être au travail, par exemple, loi auxquelles sont soumis la majorité des ASBL. Et là, dans le cas des arts de la scène, il faut savoir que chaque opérateur est souvent une ASBL, qui est, donc, c'est-à-dire une espèce d'entité privée, qui est soutenue par les opérateurs culturels publics qui le financent majoritairement, mais sans ingérence, parce qu'il y a la liberté d'association, etc. Donc, c'est-à-dire que la gouvernance, du coup, c'est l'idée de s'intéresser comment fonctionnent les conseils d'administration, qui sont les organes de gestion de ces ASBL, comment sont nommés les directeurs, directrices, quel processus, etc. Et donc, on se rend compte que, il y a peu de choses qui... Donc, cette loi bien-être au travail, par exemple, à laquelle toutes les ASBL sont soumises, ne sont pas
n'est pas du tout connue, par exemple, des opérateurs culturels. Cette loi prédit toute une série de dispositifs de prévention psychosociaux par rapport au harcèlement, etc. Ils ne sont pas connus non plus. Et donc, on voit toute une série de manquements généralisés à cet endroit-là. Et donc, aussi un manque de formation de tous les acteurs de terrain, notamment des membres de conseil d'administration sur cette matière, de bien-être au travail, donc de harcèlement et tout. Et également de rigueur éthique dans tout ce qui est procédure de nomination des directeurs et directrices, des directions, je voulais dire. Et puis, donc, on a envisagé, donc ça, c'était management d'une part, la gouvernance, maintenant le management. Et donc, c'était l'idée de voir, comment dire, bref, même chose, parce que j'ai l'impression que je détaille beaucoup trop, Irène. Et donc, bref, on a fait aussi une séance sur la responsabilité des directions, où là, c'était l'idée de questionner en quoi un lieu peut être safe du point de vue des artistes qui y travaillent, des équipes qui y travaillent, du public qui y vient. On avait d'ailleurs proposé, en fait, un panel de directeurs, directrices, aussi d'actrices, d'acteurs, de réagir à un texte que Mylène Lauzon de La Bellone avait proposé, avait écrit, que je l'ai ici, si vous voulez, tout à l'heure, si on a le temps, on y va, parce que je trouve qu'il est super intéressant. Et donc voilà, on a aussi travaillé sur la forme en clôture de cette semaine, sur un forum ouvert, qui est un outil d'intelligence collective passionnant que j'encourage à proposer, c'est-à-dire que qui est là travaille avec nous, et donc c'était l'idée de dégager des pistes un peu opérantes, concrètes pour le secteur. Et donc depuis ce moment-là, donc voilà, ça a eu le mérite d'exister cette semaine-là. On va pas s'arrêter là, on va recommencer un deuxième cycle au printemps prochain. Mais voilà, c'était l'idée de mettre un peu tout le monde, de commencer à défricher cette problématique, de mettre en gros des responsables d'institutions et ceux qui ont moins de pouvoir dans le secteur ensemble dans des salles et de débriefer un peu et de s'entendre là-dessus. Et on a vraiment conscience que c'est une matière compliquée, cet endroit du pouvoir, et qu'on a commencé, mais juste 2 secondes, à défricher, ne serait-ce que l'introduction de tout ce qu'il faut, enfin voilà, des choses à faire, avec malgré tout cette semaine de réflexion. Mais les dérives, on en parlera d'ailleurs aussi dans la deuxième partie, parce que bon, il y a eu l'affaire Yann Fabre qui était après, et dont on a beaucoup parlé justement de cette question-là aussi. Alors, une troisième initiative qui s'appelle la deuxième scène. Alors là, je vous présente Mathilde Allais, qui vient représenter, en fait, la deuxième scène a été créée par Elsa Poiseau et Bérénice Masset, qui ne peuvent pas être là. Elsa nous a envoyé d'ailleurs un petit mot pour dire que vraiment elle était désolée, mais elle est à l'étranger. Mais toi, tu as quand même un rôle, donc tu es experte au sein du comité de pilotage, et tu es aussi d'ailleurs investie dans FS, comme quoi, comme Coraline, donc comme quoi il y a des liens entre ces différents projets. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la deuxième scène ? Oui, donc merci Irène pour cette introduction. C'est effectivement un projet qui a été initié par Bérénice Masset, qui vient du secteur du cirque. Elle travaille dans une compagnie de cirque. Et puis Elsa Poiseau, qui est autrice et metteuse en scène. Et en fait, c'est un projet qui est né, oui, à peu près un peu au même moment, un petit peu plutôt en lien, ouais, c'est ça, un peu avant, plutôt en lien avec MeToo, en réaction à ça. Et qui aborde la question de la présence des femmes dans les arts vivants avec différents volets. Le premier volet, c'est la volonté de mener une grande étude sur la présence des femmes dans les arts vivants, donc le théâtre, le cirque et la danse. Alors pourquoi une étude ? Parce que y a des gens qui disent que c'est pas nécessaire, que voilà, on sait, ça va pas, il faut agir, ne perdons pas notre temps à produire des chiffres, parce qu'évidemment que ça prend du temps. Moi, je suis tout à fait convaincue de la nécessité de ces études. Pourquoi ? Parce que non, c'est pas vrai que tout le monde est d'accord sur le fait que ça ne va pas et qu'on n'a qu'à avancer. Il y a vraiment, j'imagine qu'ils sont pas dans cette salle, mais il y a vraiment des gens qui trouvent que ça va en fait. Voilà, que à toujours trouver le contre-exemple, voilà, à prendre les choses en disant non, mais à tel théâtre, ça va, c'est une directrice. Oui, mais ça se place dans quel contexte ? Et donc, en réalité, c'est un petit peu ahurissant, mais c'est
absolument nécessaire parce que produire les chiffres, c'est objectiver. Donc c'est dire ça ne va pas et voilà combien, à quel point ça ne va pas. Donc ça permet d'une part de convaincre les gens qui estiment qu'il n'y a pas de problème, d'autre part de dire précisément où ça ne va pas, et puis ça peut aussi être une manière de fixer des objectifs, c'est-à-dire que si on sait précisément où ça ne va pas, ben on sait où on peut agir, et puis on produit des chiffres en année N, et puis en année N+1 on va comparer, est-ce que ça a changé, N+2, est-ce que ça a changé, N+3, est-ce que ça a changé. L'expérience dans d'autres secteurs montre que c'est long et qu'il faut ça, il faut être confronté aux chiffres en fait, parce que sinon, de nouveau, on peut avoir des impressions de changement. Ici, on est clairement, me semble-t-il, on y reviendra à mon avis, dans un momentum sur ces questions-là. Mais il ne faut pas se leurrer par rapport à ça. Les momentum, c'est aussi des moments où il y a des backlash qui sont immédiatement associés à ça. Et donc, c'est pas parce qu'on en parle que ça va mieux en fait. On en parle, c'est super. On a effectivement peut-être plus qu'il y a quelques mois ou quelques années des tribunes pour en parler. Pour autant, pour le moment, rien n'a changé. Enfin, voilà, on est juste en train de dire ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que pour le moment, rien n'a changé. Donc, une étude, ça sert à ça. Ça sert à dire à quel point ça ne va pas et où ça ne va pas. Et puis... c'est un projet qui est plus global que ça parce qu'il y a l'idée aussi, une fois que l'étude est produite, d'aller en discuter, d'aller discuter les résultats dans les théâtres. Il y a toute une série de théâtres qui se sont montrés enthousiastes à être partenaires et à pouvoir donc discuter des résultats et des leviers de changement qui pourraient être mis en place. Et puis il y a aussi une réflexion qui est hyper importante à mon sens sur la question des références. C'est-à-dire qu'il est question de la présence des femmes aujourd'hui dans les arts vivants, mais aussi de comment est-ce qu'on enseigne ces arts et qu'est-ce qu'on raconte. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, les écoles d'art sont majoritairement fréquentées par des femmes. Par contre, les professeurs sont très majoritairement des hommes. Et c'est une exception dans l'enseignement, à part à l'UNIF, où c'est aussi une majorité de professeurs masculins. En gros, plus c'est prestigieux, plus il y a des hommes. Par contre, dans l'enseignement secondaire, primaire, etc., c'est plus de femmes. Dans les hautes écoles, c'est plus de femmes. Mais dans les écoles d'art, c'est une majorité d'hommes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si vous étudiez dans une école de théâtre, il y a de grandes chances que vous soyez une femme. Il y a de grandes chances que votre professeur soit un homme. Et il y a de grandes chances que vous n'étudiez absolument que des textes écrits par des hommes. Voilà. L'histoire du théâtre est une histoire qui semble avoir n'était écrite que par des hommes. Or, ce n'est pas le cas. Et il y a des chercheuses, comme par exemple la chercheuse française Aurore Evin, qui mettent en évidence ça, qui disent « mais non, c'est pas vrai ». Il y a toujours eu des autrices de théâtre, elles ont écrit, elles ont été mises en scène, ça existe. Simplement, elles ont été invisibilisées de l'histoire du théâtre de manière tout à fait volontaire. Et ça, c'est évidemment passionnant, c'est hyper important, c'est enseigné nulle part. Et ce projet comporte ce volet-là. Donc il y a une journée qui est déjà prévue le 7 décembre au Théâtre National pour parler de cette question-là, où toutes les écoles de théâtre et les écoles d'art en général sont invitées à venir faire un petit, enfin pas un petit, un grand complément d'histoire du théâtre. Et puis ces écoles d'art sont aussi invitées à aller travailler des textes d'autrices de l'Ancien Régime. Donc là, de nouveau, il y a des chercheuses qui vont déterrer les textes parce qu'ils ont vraiment été enterrés. Donc il faut aller les déterrer pour ensuite pouvoir en faire des lectures publiques et pouvoir mettre en évidence ce qu'on appelle le matrimoine culturel des autrices. Voilà. Merci. Alors je vais peut-être, avant de donner la parole à la salle, j'ai préparé 3 questions pour vous, dont certaines vous êtes au courant, mais d'autres pas. Mais la première chose que je trouve quand même importante, ça ne vous aura pas échappé sans doute que nous sommes 4 femmes blanches, plutôt blanches. Et dans la discussion qu'on a eue quand on a préparé la réunion ici, on a aussi quand même parlé de la question de diversité. D'ailleurs, dans FS, il y a cette sensibilité-là, puisque dans
les premiers, je sais pas si c'est les premiers textes, mais en tout cas dans les premiers articles que j'ai vus, on parle bien d'un système qui s'accompagne toujours de la négation des minorités nombreuses et de notre sexe pourtant majoritaire. Alors bon, c'est vrai, les femmes sont majoritaires, mais on ne peut pas échapper aussi à la question que cette domination de l'homme blanc hétérosexuel d'un certain âge et de milieu aisé, on le retrouve vraiment partout et on le retrouve notamment là-dedans aussi. Alors je voudrais savoir un peu dans FS, est-ce qu'il y a eu cette réflexion-là aussi par rapport à la diversité? Dans FS, oui, et on n'y échappe pas. Nous avons une représentante des raisons pour lesquelles on n'y échappe pas au premier rang ici aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs très bien, parce que ce qui est aussi... Enfin... Je ne suis pas une personne qui se prédestinait à un moment à prendre la parole au nom d'un féminisme quelconque. Je fais partie des gens qui se disaient que j'étais née à une bonne période où toutes les portes s'étaient ouvertes et qu'il n'y avait évidemment plus aucun combat à avoir, en tout cas à l'endroit d'une entité féminine, d'une entité femelle. Et donc je me retrouve là, dans FS, à me poser pour la première fois la question d'un féminisme. Et donc, évidemment, englobant tout ça, la question d'une diversité, la question des gens qui se retrouvent à l'intérieur de ce groupe, de ces femmes qui sont à l'intérieur de ce groupe, qui sont des femmes qui ne sont évidemment pas toutes blanches, et on a un panel de diversité à l'intérieur de ça, et de voir, et c'est là où c'est à la fois intéressant et à la fois douloureux, si on essaye à un moment de rentrer dans un combat, de rentrer dans une réflexion, de rentrer dans quelque chose qui peut à un moment nous amener à ce que quelque chose se passe au niveau historique à l'endroit des femmes que nous sommes maintenant, c'est de se positionner dans une incompréhension, dans des voies qu'on croyait toutes tracées, dans des voies de raisonnement, dans des voies de ce que nous pensions accepter comme étant, là c'est un endroit d'une race que je perçois de telle manière. Or, c'est pas comme ça que je dois la percevoir. Et j'intègre aussi à l'intérieur de ça la question pour moi qui pour l'instant me saute à la figure alors que j'ai presque 50 ans et qu'elle ne m'était jamais apparue, c'est la question aussi de l'acception sexuelle. C'est-à-dire que toute femme blanche n'est pas hétérosexuelle, qu'il y a aussi une frange homosexuelle femme extrêmement invisible, extrêmement inexistante, et où nous avons passé, comme moi qui ai presque 50 ans, les années 80, ouais, tout va bien, plus j'avance, plus les choses s'ouvrent pour moi. Pas du tout. Et que, donc, on est au-delà de la réflexion de cet endroit qui nous concerne, qui sont ce qui est les arts de la scène, qui est voilà, la femme, je veux dire, je pense qu'on peut mettre cette discussion-ci à plein d'autres endroits, hein, mais où, en plus, nous devons embrasser tout ce qui nous constitue en tant que corps, en tant que quorum, en tant que voix, en tant que rassemblement géographique possible. Et ce n'est pas simple tous les jours, mais je pense que si nous ne faisons pas ce travail d'une latéralité, de laisser tomber cet endroit pyramidal d'un rapport de pouvoir qui serait évidemment, au-dessus duquel il y a évidemment l'homme blanc d'une certaine classe sociale, qui a eu une certaine éducation et qui a un certain âge, nous n'y arriverons pas. Je suis la première à ne pas trouver ça très très confortable, mais néanmoins, nous sommes appelés à le faire, parce que, comme le dit Mathilde, rien n'est fait. Nous n'avons absolument rien gagné encore pour le moment. Nous n'avons atteint absolument aucun objectif. Nous sommes dans un état où nous devons nous mettre à l'endroit de la recréation, même à l'intérieur de nos rapports entre femmes, comment on pense à une latéralité, comment on pense à des rapports qui seraient exempts d'un rapport de pouvoir qui nous a été inculqué depuis maintenant 30, 20, 40, 50, enfin des millénaires en fait.
Et donc, nous en sommes là et nous sommes obligés de ça. Je n'ai pas de réponse à ça, puisque je suis en travail et que je ne suis qu'une partie infime des fesses. Mais... enfin, j'ai rien d'autre à dire. Mais la question se pose en tout cas. Mais justement, Coraline, je voulais te demander, puisque dans le projet auquel tu participes, qui s'appelle Pouvoir et dérive, alors bien sûr, il y a la domination des hommes par rapport aux femmes, mais entre femmes aussi, on peut être dominé d'un certain point de vue et dominant d'un autre. Donc, est-ce que ces questions-là de diversité se sont posées ? Oui, complètement. Pour te répondre et compléter ce que tu dis, et parce que je suis d'un naturel peut-être un peu plus optimiste, moi j'ai l'impression que les choses sont quand même en train petit à petit de bouger. C'est-à-dire que nous, on a été reçus par la ministre Gréoli en tant que nous, EFS et Pouvoir et Dérive en juin dernier. Et il y a des réunions qui se précisent là. Sur les différentes initiatives, etc., en cours. Et il y a un grand intérêt de ce qu'on fait. Et concrètement, là maintenant, on est au boulot de façon indépendante sur justement... Enfin, nous, en fait, c'est peut-être un peu moins funky, mais c'est vrai qu'au niveau de Pouvoir et Dérive, on travaille sur les structures. Et donc, ce truc de gouvernance, c'est clair qu'on est en train d'être missionnés, nous, pour organiser une concertation avec le secteur, pour proposer une charte de la bonne gouvernance pour tous les opérateurs culturels, où cette question de l'intégration des minorités est hyper présente, comme par ailleurs la parité ou ce genre de choses. Et ce que je parlais de bien-être au travail, donc de prévention du harcèlement dont on parlait tout à l'heure. Et on est aussi en lien avec... parce que voilà, chaque emploi est à chaque fois régi par une commission paritaire qui structure en fait complètement en fait nos existences en fait de travailleurs, travailleuses et donc de patriciens et patriciennes de l'art et tout. Et donc on est en train de mettre en place avec eux en fait, toute la mise en œuvre de revendications précises que j'ai ici, que j'aimerais bien quand même communiquer. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé, on est nous fort sur la question du harcèlement, mais du coup, c'est l'idée de créer un point de contact pour assurer des soutiens préventifs, curatifs, informatifs liés au harcèlement au pluriel pour les personnels permanents et intermittents des arts de la scène, créer une formation de personnes de confiance adaptée à nos métiers, faire suivre obligatoirement une formation, si ce n'est déjà fait, aux directeurs, directrices sur la notion de harcèlement au travail, c'est-à-dire définition psychosociale du harcèlement, conditions favorisant le harcèlement, individuel, relationnel, organisationnel, répercussions du harcèlement au niveau individuel et pour l'entreprise, question du diagnostic difficile, rôle des intervenants, des leaders, des médecins du travail, des personnes de confiance, quels sont les facteurs préventifs, quelles sont les interventions préconisées, et également une formation de gestion de crise, et l'idée de aussi former par conseil d'administration au moins 2 administrateurs au bien-être au travail, les lois sur les ASBL, la gestion de crise, et étendre ça, c'est pour la commission paritaire 304 et 3. Donc c'est hyper pas funky, hein, les commissions paritaires, je suis vraiment désolée, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment il y a des cadres à travailler, des structures à travailler. Nous, c'est à cet endroit-là qu'on est, et je dois dire qu'on est en train d'être identifié, et je pense que FS aussi. Enfin, tu vois, il y a des choses très concrètes. Grâce à vous, absolument pas funky, oui. On est. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais parce que dans FS, il y a une voix qu'on essaie de rassembler en tant que commune. On a ces réunions qui sont pour que les femmes puissent s'entendre, puissent parler, puissent se livrer, puissent se lancer dans des combats. Et puis on a des représentantes d'endroits où des choses que tu nommes moins funky, mais qui sont quand même très rock'n'roll, se passent. Désolée. Comme vis-à-vis de ce dont tu parles, et aussi Mathilde d'ailleurs. Donc tout est lié. Il n'y a pas que on va aller dans la rue, quoi. Et c'est aussi majeur. Et du coup, nous aussi, on va, parce qu'on parlait d'enseignement artistique, ce sera le sujet de Pouvoir et Dérive 2, c'est-à-dire que de Pouvoir et Dérive 1 a émergé des témoignages de participantes qui se disaient, tiens, est-ce que c'est pas dans les écoles d'art qu'on apprend un peu à
je sais pas, je dirais pas soumettre, mais en tout cas à accepter des choses. Enfin, quand il y a un truc, genre où on apprend à peut-être à se taire. Je sais pas, moi j'ai pas fait d'école d'art du coup, mais le génie artistique, tout ça, cet endroit du génie à accepter et voilà. Et donc du coup là, on est en train de consulter toute une série de personnes pour nous aider à problématiser cet endroit de qu'est-ce qu'est une pratique safe et de considérer ça dans le continuum de l'enseignement artistique à la pratique professionnelle. Et voilà, l'idée de nouveau, c'est de mettre un maximum de gens autour de la table et de parler et de se confronter et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire et encore de choses à faire, quoi. Ça, c'est vrai. Mais la question, je la posais aussi parce que j'ai entendu récemment une comédienne noire qui expliquait que c'était la première fois maintenant qu'elle avait enfin obtenu un rôle où elle ne jouait pas un rôle de noir. Je veux dire, les rôles qui leur sont donnés, c'est vraiment parce que spécifiquement dans le spectacle, dans la pièce, il est marqué cette personne-là est noire et en général, bon, elles sont les bonnes mamas, je sais pas, les hommes d'origine maghrébine, je suppose qu'on leur propose surtout des rôles de terroristes. Enfin bon, voilà, c'est vraiment tellement, ce sont des choses qui sont tellement stéréotypées et que finalement, quand on est blanc, on a le privilège qu'on peut jouer tous les rôles, sauf là où c'est écrit spécifiquement qu'on est noir, et que quand on est d'une autre origine ethnique... Comment ? Oui, c'est ça. En plus, il y a les blackface, en plus. Alors que quand on est d'une autre origine ethnique, il faut que le rôle soit vraiment écrit pour cette origine-là, sinon on ne peut pas le jouer. Je crois que vraiment, c'est une problématique qui me paraît tout aussi importante. C'est autre chose, mais... qui doit être prise en compte également dans... Mais je crois que tout l'endroit du théâtre doit être redéfini et re-questionné. Par rapport non seulement... il y a la minorité raciale, mais il y a la minorité physique. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes capacités à pouvoir courir comme un dératé pendant 2 heures sur un plateau. Il y a l'âge. Qui dit qu'un tel personnage doit avoir un tel âge et en avoir évidemment l'air d'en avoir 22 moins. Qui dit que tous les rôles ne peuvent pas être joués par tout homme ou toute femme ? Et qui dit au-delà de ça qu'il n'est pas aussi question de se re-questionner sur tout ce qui est mis sur un plateau. Humainement, au niveau des ressources de notre planète qui sont mis sur le plateau. C'est terriblement un endroit, je pense, d'une histoire de l'art vivant où tout doit être re-questionné à l'endroit d'une redistribution complète de ce qu'on peut appeler le classicisme ou de ce qui a été entendu jusqu'à présent. Pardon ? Voilà, tout à fait. Quand j'entends qu'au Conservatoire de Liège, pour des jeunes femmes qui terminent leur formation en juin dernier et qui doivent jouer Loulou, il y en a certaines, je suis désolée d'avoir à dire ça, j'espère que ça ne va pas être partagé, mais qu'on dise que certaines ne sont pas suffisamment jolies que pour pouvoir jouer Loulou et que donc pouvoir jouer la séduction, on doit être passé ailleurs. On doit être passé ailleurs dans un canevas de ce qui est supposément être une représentation de séduction, une représentation de pouvoir, une représentation de ce que peut être la femme, et je ne dirais même pour les femmes plus âgées, de ce qui peut être la mère. Parce qu'à partir de 40 ans, vous n'êtes que ça. Alors il y a les femmes noires qui n'ont pas accès à Ophélie, mais il y a les femmes de 40 ans qui ne peuvent plus jouer Mademoiselle Julie. Je m'excuse, je voudrais qu'on m'explique pourquoi. Donc tout est à... Qu'on mette un peu tout ça dans un jeu de Boggle. Je ne sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez petit. Ouais. On fait ça, on jette et on voit ce qui sort. Et tout sera bien, tout sera juste, parce que ce sera l'endroit d'une personne qui, à un moment, va investir ce texte, cette position sur un plateau. Et je pense que ça peut exactement se replacer à des endroits de pouvoir, comme une direction de théâtre, comme une place dans un CA, comme une place dans une instance d'avis. Voilà.
Est-ce que tu veux intervenir là-dessus ? Mais sur la question de la diversité, oui, quand même un petit mot, parce que c'est vraiment une interrogation qui est aussi dans le projet de la deuxième scène, notamment parce que Elsa Poiseau, dans sa pratique artistique, est en interrogation permanente par rapport à ça. Et aussi dire que ce n'est pas une autre question. Pour moi, c'est la même question, puisque c'est la question des privilèges. C'est effectivement, on parle de l'homme blanc d'une certaine classe sociale et d'un certain âge. Voilà, je crois que quand on interroge les rapports de pouvoir, on ne peut pas faire l'économie d'une seule de ces catégories-là. Et donc, on parle bien de la même chose, en fait. Et d'où la nécessité absolue, me semble-t-il, de se positionner dans ce qu'on appelle cette intersectionnalité et de penser les choses dès le départ, en fait, de penser l'ensemble des privilèges dès le départ. Voilà. Mais c'est des choix idéologiques. Il y a d'autres féminismes qui ne pensent pas les choses ainsi, mais moi j'ai l'impression que dans ce qui émerge là, dans ce dont on parle, on se situe là. Voilà. Alors, moi, je me demandais ce que vous pensiez du fait que, c'est vrai que ce qu'on cherche, on parle beaucoup de quotas, de parité. Est-ce qu'on n'est pas trop modeste, je dirais ? Et alors, récemment, j'ai vu sur Arte un reportage sur une metteuse en scène qui a été nommée comme directrice d'un théâtre en Allemagne, à Karlsruhe. Donc, en Allemagne, les chiffres, c'était, si j'ai bien retenu, il y a 20% de théâtres qui sont dirigés par des femmes et il y a à peu près 30% de pièces qui sont montées par des femmes. Et donc, elle a décidé de faire quelque chose de très visible. Elle a décidé que pendant la première année, elle n'allait prendre que des pièces montées par des femmes, donc 100%. Évidemment, ça n'a pas été très bien pris, hein, mais elle assume. Et donc, je me demande, est-ce que, dans la mesure où il y a un tel déséquilibre, est-ce qu'il ne faudrait pas passer à quelque chose qui soit complètement provocateur, hein, donc bien entendu qui ne sera pas bien reçu pour tout le monde. Donc je me demandais un peu ce que vous en pensiez du fait de faire quelque chose qui aille vraiment tout à fait en contresens, parce que rétablir l'équilibre peu à peu, je ne sais plus, c'est toi, je crois, qui disait on va voir dans l'année N+1, N+2, on va voir dans l'année N+100, peut-être qu'on sera arrivé à 30% de femmes. Mais de faire quelque chose qui aille vraiment complètement dans l'autre sens, parce qu'à un certain moment, pour établir l'équilibre, vous savez, c'est comme le pendule. Il faut vraiment qu'il aille tout à fait dans l'autre sens avant de revenir. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle s'appelle Anna Bergman, comme ça, le nom. Moi, j'en pense du bien, parce que je crois que, effectivement, vu la situation, on ne peut pas faire l'impasse sur des mesures correctrices. Je crois que le truc ultime, ce serait de le faire sans le dire. C'est-à-dire de faire une saison 100% femmes. Et alors parce que, non mais attention, il y a des théâtres, mais aujourd'hui, en communauté française, qui font des saisons 100% hommes. C'est pas annoncé, hein, voilà. Et par exemple, dans le secteur de l'audiovisuel que je connais un petit peu, si vous écoutez la radio le matin, 2 matins sur 3, vous avez 100% d'hommes sur la tranche. C'est pas annoncé comme attention, cette émission sera 100% masculine. Par contre, si vous faites un truc 100% féminin en une fois, ça devient quelque chose qui doit être discuté, contesté. Mais est-ce que vraiment on doit en arriver à des extrêmes pareils et blablabla, etc. C'est même présenté comme un regard féminin sur le monde. J'ai toujours adoré. C'est jamais un regard masculin sur le monde, mais le regard féminin sur le monde, ça c'est courant. Oui. Donc oui, des saisons 100% féminines, sans le dire, quoi. Sans le dire, et alors on aurait 3 jours au milieu de la saison qui est le festival masculin. Le festival de l'homme qui a quelque chose à dire. Mais je trouve, moi, ça... 3 jours, hein, pas plus. Et ils ont 500 € par projet. Non, mais voilà, c'est la même idée, je suis d'accord, mais c'est l'idée de ça a le mérite de l'expérimentation aussi, tu vois. C'est que bien sûr c'est dit, mais je veux dire au moins c'est vécu, ça existe, tu vois. Et que tu te parlais tout à l'heure de dans l'histoire du théâtre, les femmes sont invisibles, etc. Mais voilà, on ne sait pas ce que c'est. En effet, il y a cette invisibilisation qui concerne l'histoire, enfin dans l'histoire, où les récits de la civilisation ont été vidés du point de vue masculin. Et donc la question des artistes femmes là-dedans, mais oui, à un moment donné, on n'a pas. J'entendais Anna Gatsby, l'humoriste britannique, il y a pas longtemps parler. Mais en fait, on n'a pas de recul, on ne sait pas ce que ça pourrait ressembler à un monde où on est partie prenante, tu vois. Et donc j'aime bien cet endroit d'expérimentation, de dire en effet, j'en ai rien à foutre, j'ai le pouvoir et je mets que des. Enfin voilà, je fais ça.
Mais oui, mais moi je suis pour. Mais ou alors le dire après, par exemple. Tiens, vous êtes venu, vous avez pris vos abonnements, vous avez aimé certaines choses, pas aimé d'autres. En fait, vous avez eu une expérience théâtrale extrêmement riche. Et by the way, c'était que des metteuses en scène. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'expérience. Je propose juste de la pousser un cran plus loin. De le dire seulement après. Mais moi, je me suis toujours dit que ça pourrait être amusant, quand il y a le festival de Cannes, d'appeler ça le festival du film masculin de Cannes. Comme il y a un festival de films de femmes, il y a un festival de films d'hommes. Voilà. C'est une façon d'attirer l'attention quand même sur quelque chose qui paraît naturel alors que ça ne l'est pas du tout.